Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Parmi les grands thèmes intéressant les archéologues, l'organisation de l'espace dans l'architecture traditionnelle est une question à la fois d'une importance majeure et d'une incomplétude notoire. C'est ainsi que De Vries dira en ces termes. L'archéologie est, aujourd'hui, grâce à l'archéométrie et à la multiplicité des disciplines auxquelles celle-ci fait appel, la seule voie d'accès à tout ce qui peut être retrouvé du passé de l'Afrique pour des périodes anciennes, De Vries 1987/33. Le patrimoine culturel de l'Afrique est riche et composé d'une grande variété de produits culturels retrouvés dans les sites préhistoriques, protohistoriques, historiques, et ceux de l'ère industrielle. On retrouve le plus souvent ce patrimoine sur les sites, les musées de sites, les galeries et dans la vie quotidienne des populations. C'est le cas des revêtements de sol observés en Afrique au sud du Sahara. Mais l'archéologie permet dans bien des cas de révéler ce patrimoine, non seulement aux chercheurs scientifiques, mais également au grand public. En effet, ces 50 dernières années, l'archéologie est devenue un outil et un support incontournable du développement socio-économique et culturel en Afrique subsaharienne. Les sources écrites font défaut pour les périodes antérieures au XVIe siècle et la chronologie, à partir des sources orales, reste fragmentaire ou repose sur des mythes et légendes. Dans de rares cas, elle remonte au-delà de 3 siècles à partir de la colonisation. Les traces et les vestiges découverts par l'archéologie permettent de reconstituer une partie de l'histoire de l'Afrique jusque-là ignorée ou mal connue. Cet ouvrage, en s'articulant autour de la problématique des pavements et terres damées en Afrique de l'Ouest, le cas du Togo, études archéologiques comparées, révèle un important patrimoine architectural jusque-là mal connu ou ignoré. C'est pourquoi, les pavements et les terres damées méritent d'être étudiés au même titre que les portes, les poteaux, les fenêtres et les parois murales des demeures. Ils consolident le sol habité, améliorent l'habitation, lui procurent du confort et lui assurent une longue durée et un environnement agréable pour l'homme. En diversifiant les approches, il s'agit de déterminer les choix technologiques élaborés par les anciens artisans, de préciser les fonctions ou la place des pavements et des terres damées dans l'organisation de l'espace d'habitation, fonctions esthétiques et ou celles de protection du sol, dans les lieux publics, cours, salles de réunion, égouts, routes, les lieux cultuels, tombes, sanctuaires, temples, et les lieux privés, chambres, vérandas, cuisines. Cependant, les analyses en laboratoire, datation et caractérisation de la céramique complètent les informations archéologiques pour fournir des éléments d'interprétation à l'emploi des matériaux et le choix technologique des anciens artisans. Les datations ont permis de déterminer un fond culturel ancien et de constituer des indicateurs spécifiques d'un ou de plusieurs peuplements selon les diverses époques. De plus, l'analyse des données des enquêtes ethnologiques menées dans les localités connues pour leur production céramique, où l'on réalise encore aujourd'hui des pavements, comme Tcharé et Wayandé au nord du Togo, amène à appréhender les raisons des choix opérés par les anciens artisans à partir des techniques actuellement mises en œuvre. La conservation du patrimoine culturel, ainsi que l'accent mis sur les vestiges, fragiles et non transportables que sont les revêtements de sol, constitue une approche valorisante de ce riche patrimoine culturel en disparition constante. Par rapport à ce constat, la préservation de cet héritage culturel dans des régions en pleine mutation technologique passe-t-elle par une revalorisation du mode de revêtement de sol et son intégration dans l'économie moderne ? C'est la préoccupation centrale qui sous-tend ce livre, et l'auteur invite les lecteurs à en tirer aussi leurs propres conclusions. Chapitre 1 – Recherche sur le terrain et méthodologie. L'objet archéologique a perdu, en traversant les distances temporelles plus ou moins grandes qui séparent de nous sa création et son utilisation, une part plus ou moins grande de ses évidences. C'est pourquoi il faut d'abord, éventuellement, le restituer dans sa forme, il faut le situer dans la zone géographique de sa création. Ginouves 1985/15. L'importance accordée à l'objet archéologique lors des fouilles est essentielle. L'archéologue, en s'armant de patience, dégage à l'aide d'une brosse à dents ou d'un pinceau des centaines de tessons de poterie, d'ossements et autres vestiges, les observe, les numérote, les enregistre et les classe dans des boîtes ou sacs en tissu. En effet, menée parallèlement à la fouille,
l'étude du matériel issu de cette dernière est une étape indispensable du travail archéologique. Ainsi, le matériel archéologique fait l'objet d'un traitement standardisé qui en assure documentation, classification, analyse, interprétation, conservation et exposition au public. Le développement qui va suivre en est l'illustration parfaite de comment, d'un objet d'étude, revêtement de sol dans l'architecture traditionnelle, nous aboutissons à un résultat issu de l'ensemble de théories, méthodes et pratiques de terrain qu'est l'archéologie. 1. Orientation du sujet. 1.1. Objet de l'étude. Le thème retenu: Archéologie et architecture traditionnelle en Afrique de l'Ouest, le cas des revêtements de sol au Togo. Une étude comparée se justifie par plusieurs raisons, dont les plus importantes sont les suivantes. D'abord, les recherches archéologiques menées en 1984 à Notsé, à Giga 1986, ont montré la présence et la répartition spatiale de ces vestiges jusqu'alors mal connus ou ignorés des chercheurs de la région. D'un autre côté, les rapports des fouilles entreprises à IFE-Grave, Willett 1967 et 1971, Garlake 1974 et 1977, à Benin City, à Daïma, Kona 1975 et 1981 et à Togodo-Aoûté, à Dandé 1984, mentionnent l'existence de ce type de vestiges. Ceux-ci, présentés au fur et à mesure de leur découverte, n'ont pas souvent fait l'objet d'études systématiques, Cartin. Ensuite, en l'absence de toute étude de synthèse sur les revêtements de sol, pavements et les terres damées, le présent ouvrage offre la possibilité d'étudier ces réalisations, afin d'apporter des informations, dans la limite du possible, sur l'une des techniques de protection et d'ornementation de sol, sur un aspect de l'organisation de l'espace habité dans l'architecture traditionnelle en Afrique noire. Enfin, dans un rapport remis au gouvernement togolais à la suite d'une mission d'évaluation, Jean Devis, 1987, a fait plusieurs propositions relatives à l'avenir de la recherche archéologique en Afrique et au Togo. Parmi celles-ci, il a mis fermement l'accent sur une pratique plus ambitieuse de la recherche, qui vise à prendre en compte une recherche thématique sur les points pour lesquels l'archéologie est la plus susceptible d'apporter des réponses plus satisfaisantes, par une prospection systématique de tous les lieux où des réponses peuvent être recherchées. Cette prospection est elle-même génératrice de nouveaux thèmes. Selon l'auteur de ce rapport, il faut éviter les coups de sonde dispersés. Parmi quelques thèmes porteurs d'informations identifiés actuellement au Togo, les sols à revêtement de poterie et les sols damés découverts çà et là dans le pays paraissent répondre à cette problématique. En 1979, lors de sa première mission de prospection au Togo, le professeur Mérik Posnanski signala la présence de lambeaux de pavement en quartz à Notsé, précisément à Tegbé, quartier présumé des autochtones de la ville, chez les Konkomba, au nord-ouest, et dans le pays Kabylie, au nord du Togo, Posnanski 1980. Malgré cette découverte, aucune attention particulière n'a été portée à ce vestige spécifique durant la première campagne de fouilles entreprise en 1981 à Notsé, dirigée par Posnanski. Pourtant, les affleurements de pavement s'étendent sur de vastes surfaces dans des anciens quartiers comme Dakpodzi, Wotsegbeme et Alinou, identifiés par les sources orales comme ayant été ceux des demeures royales, et à Tegbé, reconnus par ses habitants comme étant celui des présumés autochtones. En 1987, le professeur Jean Devis s'identifia, avec une équipe de prospection composée de Dovi Kuevi, Nikwe Gaïbor et Dola Agiga, des portions de pavement et de terre damée dans plusieurs localités, notamment à Bangeli, Pia, Notsé et Tado. D'un autre côté, il peut paraître étonnant que, malgré d'importants travaux réalisés par les missionnaires allemands, les administrateurs anglais et français, les africanistes et les récents travaux des chercheurs locaux sur les populations du golfe du Bénin, Iroko 1988, aucune référence n'a été faite sur la présence des pavements et des terres damées dans cette région. On se pose la question de savoir si ceux qui s'intéressaient à la région à l'époque précoloniale ont pu observer cet élément de la culture matérielle. On sait que leur intérêt pour les royaumes de la côte et son hinterland immédiat était sans égal. Comment expliquer le fait qu'ils se sont passionnés à décrire la vie quotidienne des populations, celle des cours royales, les événements qui s'y déroulent, les décors de l'architecture aussi bien royale que populaire, les scènes d'exploits guerriers,
Dapper 1668, Niendal 1701, Clapperton 1826/48, Sieur-le-Maire 1695, et qu'ils sont restés muets sur L'. Ornementation intérieure de ces lieux ou sur l'architecture d'intérieur. Les récits de voyage de Clapperton, 1826/48, en visite à Old Ohio le témoignent. Les gens aiment à décorer de gravures les portes et les colonnes qui soutiennent les terrasses. Et ils ont aussi des statues ou des figures d'hommes et de femmes dressées dans les cours. Willett, 1971/103, rapporte de son côté ce qui peut résumer l'esprit de l'époque. Les Européens en visite à Ifé demandent fréquemment comment des gens vivant dans des maisons en boue séchée, aux toits de paille ont pu fabriquer d'aussi beaux objets que les bronzes et les terres cuites exposés au musée. Le préjugé à la vie dure, qui veut que la création et la sensibilité artistique ne peuvent exister sans les talents domestiques et le confort sanitaire, dira Sir Mortimer Wheeler, dans sa préface à l'ouvrage de Frank Willett. Pourtant, la majorité de ces maisons de boue séchée sont ornées de pavements ou damées de terre argileuse. On peut aussi supposer que certaines maisons pavées étaient déjà tombées en ruine, au moment où les Européens sillonnaient ces régions. Comment expliquer aussi le fait que les chercheurs qui semblent connaître l'existence de ces ouvrages, les revêtements de sol, ne les évoquent ou bien ne les mentionnent pas au cours de diverses séances d'enquête orale qu'ils ont menées dans ces localités? Il faut aussi souligner que, généralement, la plupart des chercheurs africanistes et africains en sciences humaines se préoccupent très peu ou pas du tout des cultures matérielles et notamment, de cet aspect particulier de la technologie des populations. En effet, l'anthropologie culturelle est une discipline assez récente en Afrique, et il faut attendre encore quelques années pour la voir se développer et se pencher véritablement sur cet aspect du problème. Alors la question se pose de savoir à quoi servaient ces sols pavés et damés, pour qu'aucune attention, malgré leur abondance, n'ait été portée à leur présence dans la description des lieux d'habitation? Si l'utilisation secondaire de la céramique à cette fin de pavement est absente jusqu'alors dans la littérature archéologique, il en va autrement pour la céramique elle-même, de Vis 1981, et celle de la métallurgie du fer dans plusieurs régions en Afrique. Bien entendu, les voyageurs et administrateurs de l'époque coloniale et les chercheurs autochtones, européens et américains ont signalé l'industrie du fer dans la région de Bassar, Cuevi 1975, Martinelli 1982, Butcher 1985, Barros 1985, Anne 1997, mais ont ignoré l'existence d'une production de ce métal en D'. Autres points du Togo, tels que Dapaon, Tado et le plateau de Dani, alors que les vestiges de cette industrie jonchent le sol à divers endroits, Agiga et Droué 1991, Agiga 1993, comme à Lavier et le secteur d'Allon, Cuevi 1989. 2. État des connaissances. Une abondante littérature traite de l'architecture traditionnelle en Afrique, Berthaud 1950, Bascom 1959, Leboeuf 1961, Prussin 1969 et 1981, Desnières 1978, Devis 1985, Fassassi 1978. Les recherches réalisées dans diverses disciplines en sciences humaines prennent de plus en plus en compte l'étude de l'homme et l'environnement dans lequel se sont installées les anciennes communautés. Ces travaux entrepris sur les villes africaines indiquent un phénomène urbain endogène ancien, avec une organisation de l'espace spécifique, Igué 1979, MC Intosh 1980, Mondjan Nani 1981. Les plans et les techniques de construction étaient connus bien avant les influences extérieures. Cette littérature mentionne également les matériaux utilisés, pierre, argile, végétaux, les formes des maisons, carrées, rectangulaires, circulaires, les formes des toits, cylindriques, coniques, ovoïdes. Les ouvrages mettent aussi l'accent sur les formes des ouvertures, les portes, les fenêtres et leurs décors, et sur les espaces ouverts ou fermés. Dans l'ensemble, la demeure de l'homme africain est étudiée dans tous ses détails, à la mesure du soin particulier que lui-même en apporte. Gardy 1974, Devis 1988, Willett 1990. Technique d'ornementation. Les pavements et les terres damées, autres éléments de l'architecture, méritent d'être étudiés au même titre que la décoration des portes, des poteaux, des fenêtres et des parois murales des maisons. Ils apportent des informations sur la connaissance historique de l'occupation de l'espace et son embellissement. Technique de protection.
Les pavements et les terres damées consolident le sol occupé, améliorent l'habitation, lui procurent du confort et lui assurent une longue durée. Ce mode de revêtement est révélateur du degré d'évolution et du souci d'hygiène qu'avaient les populations pour leur demeure. Au point de vue archéologique, ces vestiges sont les témoins indubitables de l'occupation et de l'organisation de l'espace autrefois habité. En effet, lorsque les matériaux disparaissent après abandon ou destruction de ces lieux pavés ou damés, seuls les revêtements de sol résistent et traversent le temps. Leur présence permet de déterminer, d'une manière plus ou moins précise, les contours des structures anciennement bâties et de restituer le cadre d'habitation des occupants des lieux. En Afrique, les principaux matériaux de construction des demeures, des monuments, des greniers, des abris pour bétail, des mosquées de la zone sahélienne, notamment celles de Djenné-Djenno, de Kong, etc., sont l'argile, Prussin 1968 et 1970. La pierre est utilisée pour les célèbres monuments du Grand Zimbabwe, Summer et Whitty 1961, et les végétaux pour d'autres constructions, Seignobos 1985 sur 322, Nisicété 1992. À la différence des constructions en pierre, dont les ruines sont visibles et souvent nettement délimitées en fouilles, les matériaux périssables en argile ou d'origine végétale disparaissent et ce qui en reste est fonction du temps plus ou moins long d'enfouissement. L'argile, elle, omniprésente dans les constructions, demeures, fortifications, greniers, compacte et dure, se confond très souvent avec les sédiments archéologiques. Néanmoins, une fouille minutieuse, menée avec discernement, permet quelquefois de délimiter ce qui reste des parois en argile. L'ambition particulière de la présente étude technique et comparative est de faire le bilan de ces techniques d'ornementation et de protection que sont ces revêtements de sol, et d'analyser les vestiges qui y sont liés. Ce système que l'homme a inventé dans le temps et dans l'espace est l'un des témoins de son degré d'intelligence, de son goût pour l'esthétique et de sa recherche du confort. Aussi, voulons-nous, à travers cette enquête, ouvrir un nouveau domaine aux recherches archéologiques. Dans l'ensemble, les objectifs principaux consistent, malgré l'hétérogénéité actuelle de la zone d'étude, à déterminer un trait général de la culture du golfe de Guinée et son pourtour. Il s'agit, en diversifiant les approches, de déterminer les choix technologiques élaborés par les anciens artisans, de préciser les fonctions ou la place des pavements et des terres damées dans l'organisation de l'espace habité, ses fonctions esthétiques et ou celles de protection du sol, dans les lieux publics, cours, salles de réunion, égouts, les lieux cultuels, tombes, temples, sanctuaires, les lieux privés, chambres, vérandas, cuisines. Nous présentons un tableau typologique qui tient compte, d'une part, des matériaux, des techniques, des motifs, et d'autre part de la chronologie et de la répartition géographique des sites. On continue à confectionner des revêtements de sol dans de rares localités, alors que dans d'autres, ils ont disparu avec la technique de la céramique. Des enquêtes ethnologiques ont été effectuées ou sont en cours dans plusieurs régions. Des enquêtes complémentaires menées dans des localités connues pour leur production céramique, et où l'on réalise encore aujourd'hui des pavements, comme à Tcharé et Wayandé au Nord Togo, permettent de réunir des éléments de comparaison qui pourraient éventuellement aider à comprendre les raisons des choix opérés par les anciens artisans quant aux techniques, matériaux, décorations et fonctions des pavements et terres damées en Afrique. De possibles applications pratiques de techniques de revêtement de sol ainsi mises au jour pourraient être introduites dans l'architecture contemporaine en Afrique. Les analyses en laboratoire ou l'archéométrie, datation et caractérisation de la céramique, complètent les informations archéologiques, pour déterminer un fond culturel assez ancien ou pour constituer des indicateurs spécifiques d'un ou de plusieurs peuplements selon diverses époques. Ainsi, nous offrons une vue diachronique des modes de pavement à travers la stratigraphie et les datations. Notre étude s'inscrit dans un programme de recherche archéologique et historique à moyen et à long terme relatif à la reconstitution de l'histoire ancienne du Togo et, globalement, de celle de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à partir de la culture matérielle. Elle est constituée de 5 chapitres au cours desquels nous passons d'abord des recherches sur le terrain et la méthodologie des céramiques archéologiques, aux décorations et compositions des pavements et terres damées et à leur typologie. Ensuite, nous analysons l'apport des mesures archéologiques des pavements, des terres damées et des céramiques et leur chronologie. Enfin, quels sont les rôles que les revêtements de sol anciens ont joués dans l'organisation socio-spatiale du cadre de vie,
et les approches ethnologiques dans l'architecture moderne aujourd'hui. Dans ce chapitre, nous abordons également les problèmes cruciaux de conservation et de restauration qui se posent aux objets archéologiques, témoins du passé, notamment aux vestiges non transportables. L'enquête ethno-archéologique a permis de se faire une idée sur les anciennes technologies et leur survivance dans le monde moderne. Dans le premier chapitre, nous présentons des recherches sur le terrain et la méthodologie des céramiques archéologiques. L'objectif est de situer le lecteur sur le contexte d'émergence de ces structures et la mise au jour des pavements et terres damées. Nous voulons mieux appréhender les contextes environnementaux et historiques des localités concernées, sans reprendre intégralement les travaux déjà connus et publiés. De plus, la datation de ces structures montre les bornes chronologiques de leur existence. La situation stratigraphique permet de placer les vestiges dans les milieux qui les ont produits, d'avoir une idée sur la succession ou superposition et l'organisation des couches et des niveaux archéologiques. Ainsi, la répartition géographique des sites a fait apparaître 6 grandes zones de concentration qui sont les sites localisés dans la région du lac Tchad, ceux situés à la confluence de la Benoué et du Mayo Kébi au Cameroun, les sites localisés sur les rives du lac Kainji au Nigeria, ceux de l'ère Yoruba au Nigeria, l'ère Ajatado au Togo et au Bénin, ceux qui sont situés dans la partie septentrionale du Togo. À ces zones s'ajoutent quelques sites isolés, comme au Burkina Faso, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Dans le deuxième chapitre, nous abordons les décorations et compositions des pavements et terres damées. En effet, l'étude des matériaux utilisés et des techniques d'exécution nous a permis de mieux cerner le mode de réalisation des pavements et terres damées. Nous comparons les modèles de 3 groupes distincts, à savoir le groupe de Notse et de Tado, celui d'Ifé, et enfin celui du Lera. Leur répartition spatio-chronologique et les formes décoratives montrent des styles spécifiques qui correspondent aux productions endogènes, et les productions rares probablement empruntées à d'autres populations. Chronologiquement, les terres damées sont antérieures dans certains cas ou contemporains, dans d'autres aux pavements, dont les plus anciens remontent au vieux siècle. Le troisième chapitre est consacré aux apports des analyses physico-chimiques et pétrographiques et à l'étude des céramiques et fonctions des pavements dans l'architecture traditionnelle, espaces domestiques, centres urbains et espaces religieux. Les analyses de laboratoire, datation, caractérisation de la céramique, complètent les informations archéologiques pour fournir des éléments d'interprétation aux choix technologiques des anciens ouvriers. Ainsi, plusieurs questions ont été causées dont les principales sont: pourquoi a-t-on cuit les supports des pavements dans telle localité et pas dans telle autre? Quelles informations les revêtements de sol nous apportent-ils sur l'organisation sociale dans la zone d'étude? Quelle est l'influence d'une région sur une autre? Le mode de revêtement est-il lié à des courants migratoires dans l'espace retenu à une époque donnée? Dans le quatrième chapitre, il s'agit de l'enquête ethno-archéologique menée à Tcharé et Wayandé en pays kabylais au nord du Togo. Dans cet espace, les femmes et les hommes réalisent encore aujourd'hui les pavements et terres damées. L'objectif est d'appréhender les procédés des anciens artisans à partir des techniques actuellement mises en œuvre. Nous mettons l'accent sur l'organisation socio-spatiale dans les différentes communautés et les sites qui les ont produits. Le cinquième chapitre donne les approches ethno-archéologiques, la conservation et la revalorisation des sites, notamment celle des vestiges fragiles et non transportables que sont les revêtements de sol. Dans ce chapitre, nous traitons la réflexion suivante: comment préserver l'héritage culturel dans les régions en pleine mutation technologique? En cela, nous faisons des propositions pour une revalorisation du mode de revêtement de sol et son intégration dans l'économie moderne et dans l'environnement. Ceci dans le but de préserver une technique millénaire et de sauvegarder la production céramique découverte depuis le néolithique. Cette pratique est actuellement menacée de déclin et de disparition totale. Le bilan général replace le sujet dans le cadre de l'histoire générale de la sous-région ouest africaine et son pourtour, qui manque de chronologie absolue et ou relative. Car il n'est pas opportun de vouloir séparer l'archéologie de l'histoire, l'archéologue de l'historien, puisque le moindre tesson exhumé du sol est d'abord un témoignage historique. En conclusion, nous dégageons les directions de recherche complémentaires à celles que nous achevons,
en proposant une collaboration honnête avec une équipe pluridisciplinaire, intercontinentale, voire internationale sur l'histoire générale de l'Afrique. 3. Archéologie des pavements et des terres damées. 3.1. Zone d'étude. L'étude que nous présentons montre une grande dispersion dans l'espace. Le cadre géographique qui nous intéresse s'étend du golfe du Bénin jusqu'au abord du lac Tchad. Cette délimitation prend en compte, étant donné la documentation disponible, la répartition des sites sur lesquels a été mentionnée la présence de pavements et des terres damées, carte 2. Par ailleurs, la diversité géographique et la chronologie des sites, l'hétérogénéité culturelle actuelle des populations concernées rendent difficile la gestion des données recueillies au cours des investigations. Le défi est d'arriver à une vue synthétique de cette zone qui s'étend de la Côte d'Ivoire aux abords du lac Tchad et englobe 8 pays, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Burkina Faso, Nigeria, Cameroun, Tchad. Elle comporte une trentaine de sites identifiés, une soixantaine de secteurs, environ une centaine de structures pavées et dont la profondeur historique va du Vieux au XXIe accent grave siècle. La zone d'étude a été subdivisée en 6 grandes aires géographiques et non aires culturelles, et un groupe de sites dispersés, afin de dégager l'homogénéité qui les caractérise dans l'espace. Il s'agit de la Volta et du Mono, aire Ajatado, Ghana, Togo, Bénin. Du centre et nord du Togo. Du sud-ouest du Nigeria, aire Yoruba, et du delta du Niger. Des abords du lac Kainji, Nigeria. Des abords du lac Tchad. Des vallées de la Benue et du Mayo-Kébi, Cameroun. Des autres sites Kétou, Godinkong. Cette répartition en aires est subdivisée en sites et en secteurs, ensuite en zones de pavement, dans le but d'observer leur position stratigraphique, leur situation et leur relation dans le temps-l'espace. Carte 2, zone d'étude retenue. 3.2. Définition des pavements et des terres damées. La définition est variable, car les archéologues ne s'accordent pas tous sur une définition précise. Les anglo-saxons disent pavement, prononcé pavement. Certains Européens parlent de dallage, pavé, pavage ou pavement pour désigner un revêtement de sol. Nous retenons le terme de pavement. Mais il faut souligner qu'il n'existe pas de noms locaux pour désigner les revêtements de sol. Les populations Ajatado disent Agbakle Mloani, lit de tesson ou encore tesson couché, et chez les Kabylais on parle de bus lit, damage, et bagatata pavage. Nous ne connaissons aucun terme qui désigne les sols pavés dans les autres langues africaines concernées par notre étude. Les sols colorés, souvent d'une belle couleur, sont aussi en usage en Afrique. Nous retenons la définition suivante à la suite de notre analyse. Le pavement est un revêtement de sol qui se présente comme une mosaïque, pouvant être réalisé avec divers matériaux, tessons, galets de quartz, cailloux, pierres, concrétions ferrugineuses, parfois des scories et coquilles de mollusques, posés sur un lit argileux, cuit ou cru sur une terre de latérite ou sur une terre argileuse compactée. Les terres damées sont des aménagements de sol réalisés avec des remblais de terre rouge, latéritique ou argileuse. Le dispositif, pavement et terre damée, est consolidé avec une décoction de pulpe du néré, Parkia biglobosa ou de bouse de vache. Cette dernière solution constitue un bon isolant contre les parasites. Les feuilles de néré servent à décorer et à relever l'esthétique de l'ouvrage. Outre ces caractéristiques, le néré est un arbre important dans plusieurs localités en Afrique soudano-sahélienne. C'est un arbre de grande taille de 15 à 20 mètres de hauteur, avec une large cime en parasol. La pulpe jaune et riche en sucre est comestible. Christian Seignobos, 1982 sur 1-23, classe l'arbre dans le parc alimentaire au même titre que la Dansonia digitata et le Ceiba pintandra. La pulpe, fermentée, donne une boisson rafraîchissante. Les feuilles et les graines de cet arbre sont aussi utilisées. Les graines, riches en protéines et en matières grasses, servent à faire du fromage, tandis que les feuilles sont utilisées pour la décoration et la consolidation du sol des habitations. Les matériaux qui servent à réaliser les pavements et les terres damées sont tous situés dans l'environnement plus ou moins immédiat des artisans. L'accessibilité de la matière peut ainsi résoudre la stratégie de leur acquisition et de leur collecte à certaines périodes, par exemple, celle de construction ou réfection des demeures,
généralement programmés pendant la saison sèche. 3.3. Différents types de pavements. On trouve 4 types de pavements, selon les matériaux employés, avec diverses variantes et 2 techniques de pose. Les pavements en tesson de poterie, les plus répandus et les plus connus dans la zone d'étude. Les pavements en matériaux lithiques, galets, blocs de quartz, schiste, ardoise. Ils sont aussi abondants. Les pavements avec d'autres matériaux, coquilles de mollusques ou eau, concrétions ferrugineuses et scories. Les pavements qui combinent les 2 précédents types de matériaux, des tessons de poterie et les matériaux lithiques. On distingue 2 techniques de pose. La pose sur champ. Les tessons de poterie sont verticalement disposés, jointifs les uns à côté des autres. La pose à plat. Les tessons de poterie sont disposés sur leur surface plane. 2 catégories de pavements sont distinguées. Les pavements anciens. Ils apparaissent en surface ou sont mis au jour dans les fouilles. On les trouve dans les sites anciennement occupés où ils décoraient les cours royales, lieux publics, privés et religieux. Ceux qui sont en surface sont exposés à la dégradation et subissent l'action destructrice de l'érosion et des effets mécaniques de l'homme. Les pavements modernes. Ils sont encore réalisés et en usage dans les demeures des chefs et dans certains lieux publics, privés et rituels. 3.4. Archéologie des pavements et des terres damées. Elle pose un certain nombre d'interrogations, et nous tentons d'apporter des éléments de réponse tout au long de l'étude. Les découvertes fortuites et les investigations organisées en Afrique ces 30 dernières années ont montré la présence des pavements au Nigeria, Willett 1960, 1967 et 1971, Kona 1975 et 1981, Garlake 1974 et 1977, Eyo 1974, NZWNOA 1989, au Ghana, Ankwanda 1982, au Cameroun David 1967, Marliak et Delneuf 1984, au Burkina Faso, Devis et Kietega 1975 et 1995, au Bénin Adandé 1984, au Togo Agiga 1986, 1989 et 1992. Ces vestiges découverts en affleurement de surface et ou en fouilles constituent des témoins de l'organisation de l'espace habité et aussi des anciens modes d'ornementation des sols en Afrique. Ils peuvent nous fournir, lorsque l'enquête archéologique et historique est méthodiquement menée, des informations sur l'habitat traditionnel ancien. Car, lorsque les matériaux de construction sont dégradés, détruits et enfouis pendant des siècles, seuls les revêtements de sol restent témoins d'une architecture aujourd'hui disparue. Les traces qui permettent de tenter une reconstitution des structures d'habitat après les fouilles ne sont pas toujours évidentes. Frank Willett, 1971, rapporte d'y fait que les maisons dans lesquelles vivaient les anciens habitants sont évidemment aujourd'hui effondrées, et il est très difficile d'en retrouver les traces au cours des fouilles, car elles étaient construites selon le procédé qui consiste à malaxer avec de l'eau le matériau provenant des maisons effondrées et à s'en servir pour ériger les assises de nouvelles constructions. Cette technique n'exige pas l'établissement de fondations. En conséquence, les murs eux-mêmes sont presque impossibles à détecter. Ce témoignage explique la difficulté des archéologues à délimiter les murs en banco dans les fouilles. Néanmoins, ces vestiges sont circonscrits lors d'une fouille conduite avec méthode et discernement. Et l'auteur ajoute, à IFE accent grave, heureusement, les maisons étaient pavées intérieurement avec des rangées de tessons piqués dans le sol, souvent disposés de façon à former des dessins d'un effet très décoratif. Willett 1971/103. Il est donc apparu que les pavements représentent les principaux éléments d'architecture retrouvés en fouille. Other than the pavement, little HAS survived below the ground to give much indication of the ancient Ife architecture, confirme Turstanchaud, 1969/51. Les enquêtes et recherches ont montré que les pavements ne sont pas spécifiques à l'Afrique au sud du Sahara. On trouve les mosaïques de pavements en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie et en Égypte. On note leur présence dans les pays européens comme la Grèce, l'Italie, la France et en Europe de l'Est. Ils sont également signalés dans les fouilles au Pérou, Guffroy 1978. Cependant, en ce qui concerne tous ces pays, hormis le Pérou, il existe 2 types de mosaïques,
les mosaïques de décoration des sols et les mosaïques murales, qui sont des tableaux ou panneaux décoratifs. Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons au pavement en tant que revêtement de sol, parce qu'on n'a pas découvert pour l'instant de mosaïques murales en Afrique noire. Cependant, quelques populations, notamment les Nupe Nigeria, décorent les murs de leurs maisons avec des disques striés fabriqués en argile spécialement pour cet usage. Pour mieux appréhender notre corpus, nous empruntons quelques termes aux mosaïques de pavement gréco-romaines, non seulement parce qu'elles sont aujourd'hui les mieux étudiées, mais aussi en raison de la ressemblance de certains ouvrages aussi bien sur le plan de la technique de réalisation et des matériaux utilisés, que de l'organisation de certains décors, carte 3A et 3B. Cette répartition spatiale des pavements, carte 3A, en Afrique occidentale et centrale semble coïncider, à quelques exceptions près, avec celle des terres damées, carte 3B suivant. 3.5. Difficulté de la fouille des pavements. L'étude des vestiges archéologiques exige des méthodes rigoureuses d'observation pour prélever les vestiges dans des conditions qui assurent une bonne interprétation. La fouille des pavements demande encore plus de précaution et de minutie pour éviter d'enlever les tessons morceau par morceau et surtout pour observer l'association d'objets et autres structures susceptibles d'aider à l'interprétation des données recueillies. En stratigraphie, le dégagement des pavements et terres damées situées dans les sédiments exige une fouille très fine, exécutée au grattoir, à la truelle, avec un nettoyage permanent à la brosse. De nos expériences de terrain, il ressort que la méthode de fouille préhistorique paraît la mieux adaptée aux sites à pavements et terres damées. Quelle que soit la technique de pose ou le matériau utilisé pour réaliser l'ouvrage, la fouille est un exercice délicat, qui prend en compte l'état de conservation des vestiges en surface ou en stratigraphie et la nature du milieu d'enfouissement. La méthode stratigraphique s'avère la mieux adaptée. Ainsi, la fouille est, selon le dictionnaire Nouveau Petit Robert, un ensemble des opérations et des travaux qui permettent de mettre au jour et d'étudier les ruines ensevelies de civilisations disparues, ou alors une excavation pratiquée dans la terre pour mettre à découvert ce qui y est enfoui. La méthode de fouille stratigraphique adoptée sur les sites repose sur le principe de la superposition, en couches ordonnées plus ou moins régulières, des vestiges. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.